Salut à tous, bienvenue sur Bestseller. Ça y est, cette chaîne porte enfin un nom, c'est officiel. Maintenant, on va pouvoir traiter des tas de sujets. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Le best-seller du jour, on va parler business, on va parler investissement. Est-il intéressant d'investir dans du vin? Je vais vous livrer tous les secrets. On en parle tout de suite. Alors, quand on parle de grands crus, on parle avant tout d'œuvres d'art. Aujourd'hui, les grands vins sont considérés comme des œuvres d'art. Et certains ont fait grimper les prix dans la spéculation. L'export a beaucoup participé à ça. Quand on va investir dans le vin, il y a différents critères à prendre en compte. Le nombre de bouteilles produites, la possibilité de pouvoir obtenir ces bouteilles, si on peut acheter directement les bouteilles en direct, ou s'il faut passer par des négociants, ou s'il faut avoir des allocations, et alors là ça peut devenir beaucoup plus dur, parce que certains ont des allocations chez des domaines, et ils veulent pas les laisser. Si on veut pouvoir obtenir ces bouteilles, on est obligé de repasser par ces gens-là, et là ça crée une spéculation absolument monstrueuse. La Romanée Conti par exemple, qui produit 5000 bouteilles à peu près par an, ces allocataires qui ne veulent pas lâcher ces allocations, quand ils en ont une entre les mains, eh ben, ils essaient d'en tirer le maximum. Alors, j'ai pas les prix exacts, mais je pense qu'en tant qu'allocataire, en prix d'achat, ça doit être des bouteilles qui doivent tourner à peu près à 1000 € la bouteille, peut-être un peu plus. À la revente, c'est des bouteilles qui peuvent avoisiner les 30 à 40 000, voire 50 000 € sur vraiment des très très beaux millésimes. Prenons exemple par exemple de la Romanée Conti 1945, qui est collectionnée par Michel-Jacques Chasseuil, qui fait des vidéos sur YouTube, j'adore d'ailleurs. Et en fait, ça devient juste de la folie. Le contenant reste le même, ça reste du raisin qui vient de la terre. Ça devient fou d'imaginer qu'une bouteille puisse valoir 50 000 €. Surtout la déception des fois que peut procurer de le boire. Il m'est déjà arrivé d'ouvrir des bouteilles. Alors là, j'ai entre mes mains un Châteaubriand, un domaine que j'adore, un domaine bordelais qui est juste exceptionnel, qui produit des très bons vins. Et je trouve qu'un rapport qualité-prix, on n'est pas non plus dans quelque chose de très haut. Aubryon, en prix moyen, on va dire qu'on est à peu près entre 300 € pour les moins bons millésimes et ça peut aller chercher jusqu'à 800 € pour les meilleurs millésimes. 2010 doit valoir à peu près 800 € et c'est vraiment un très beau millésime. Et en réalité, ça reste très correct. Prenons par exemple Mouton Rothschild. Mouton Rothschild qui a su se créer une emblématique dans le vin. Ils sont d'ailleurs classés sur un terroir exceptionnel à Pauillac. C'est une industrie luxueuse, au même titre que Louis Vuitton. Mouton Rothschild produit juste 300 000 bouteilles. Mais en fait, je dis juste ironiquement, pour vous faire comprendre que 300 000 bouteilles, c'est énorme. Et beaucoup de gens investissent dans une caisse de Mouton Rothschild en pensant faire une bonne affaire sur un beau millésime et pensant pouvoir en tirer profit et les revendre peut-être 2 à 3 fois le prix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Mouton Rothschild, ils produisent tellement de bouteilles et aujourd'hui, les bouteilles ne sont plus ouvertes comme avant. Avant, les bouteilles étaient embouteillées pour être ouvertes. Et maintenant, aujourd'hui, la quasi-totalité des grands crus sont conservés dans des caves à titre de collection ou à titre d'investissement pour espérer en tirer profit. Et malheureusement, je vois régulièrement à ma cave des gens qui viennent et qui me demandent si je rachète pas des bouteilles de vin. Ils ont acheté par exemple des caisses de Mouton Rothschild. Mouton Rothschild, c'est vraiment le vin qui revient souvent parce que vu que c'est très connu, les gens pensent faire une bonne affaire, ils vont payer la bouteille. Allez, on va dire que les bouteilles de Mouton Rothschild varient sur un moins bon millésime, ça va coûter dans les 400 €, jusqu'aux meilleurs millésimes qui vont coûter 1000 € et plus. Et les gens viennent vers moi en me disant, voilà, je les ai payés 400, est-ce que vous m'en donneriez au moins le même prix? Et moi, c'est vrai que je rachète pas jamais des vins à des particuliers. Il y a beaucoup trop de problèmes, en fait, on y viendra après, mais sur la conservation du vin. Et donc, du coup, les gens se retrouvent à mettre leurs bouteilles sur des sites de vente, souvent moins chers que le prix qu'ils les ont payés. Ça paraît fou, mais en réalité, parce que tout le monde fait la même chose. Si les bouteilles sont bues, ça crée de la rareté. Et Mouton Rothschild, en produisant 300 000 bouteilles, se sont en fait coupés de ce côté rareté. Sur le marketing, ils ont joué au maximum. Ils ont des bouteilles qui sont hyper imposantes, plus grosses que les autres, avec une belle étiquette, ils mettent de l'art chaque année. Mais ils ont tellement cette réputation que finalement, les gens continuent d'investir dedans en pensant faire des bonnes affaires. Donc en fait, le paradoxe continue, et je pense que ça va continuer longtemps, puisque ça rapporte beaucoup d'argent, les marges sont très bonnes, les clients sont là, et en réalité, c'est tout bénef pour eux. Mais à mon avis, c'est une connerie d'aller acheter des bouteilles de Mouton Rothschild tous les ans. Ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas mauvais non plus. Moi, je suis pas très Mouton Rothschild. Après, j'ai goûté 3 millésimes. J'ai goûté 91, qui n'était pas un très beau millésime, mais c'était mon année de naissance. 2001, que j'ai pas du tout aimé. Et 2015, qui lui, par contre, était très bon. Mais mis au milieu de d'autres vins, il y avait Lafite Rothschild, il y avait Aubryon, il y avait Château Margaux. Et donc, du coup, ça n'a pas été mon préféré. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans du vin, et encore quand je parle d'investissement, je parle qu'avant tout, il faut être passionné par cette bouteille et vouloir l'acheter pour soi avant de vouloir en tirer profit, parce que vous n'en tirez peut-être pas forcément profit. Mais si vous arrivez à avoir une allocation à la Romanée Conti, effectivement, prendre un panache de la Romanée Conti. Alors à l'époque, je crois que c'était vendu par 12, maintenant c'est vendu par 6, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes.
Et à la rigueur, faire un investissement là-dessus si vous êtes allocataire, là c'est intéressant. Moi il y a 2 ans, j'ai fait un investissement dans une bouteille de Le Pin à Pomerol, qui est le voisin de Pétrus. Pétrus produit 30 000 bouteilles, donc ce qui est encore pas si rare que ça. Le château Le Pin à Pomerol produit à peu près 7000 bouteilles par an. Pétrus, en prix d'achat, ça doit varier entre 1000 euros pour les moins bons millésimes et les meilleurs millésimes peuvent monter jusqu'à 5 à 6000 euros. Le pain, on est dans des prix qui varient à peu près entre 1000 euros la bouteille et pour les meilleurs millésimes, ça peut monter jusqu'à 6-7 000 euros. À titre indicatif, en tant que professionnel, j'ai payé ma bouteille de Le Pin 1200 euros hors taxe. Donc vous voyez, on peut facilement doubler sur une bouteille comme ça, c'est quand même relativement intéressant. Et il y a quand même une vraie rareté chez Le Pin, et seuls les plus grands connaisseurs connaissent Le Pin, parce que Le Pin, c'est pas comme Pétrus, hein. C'est très rare, mais c'est pas très connu. Alors la bouteille que j'aimerais obtenir et que je n'arrive pas à trouver à des prix raisonnables, c'est un Chambertin du domaine Rousseau en Bourgogne. Et un Chambertin Rousseau, c'est quand même assez dur à obtenir. Sur les sites de vente, ils vendent ça à 3000 euros, alors que le prix réellement en allocataire doit être de 500 à 700 euros la bouteille. Mais même moi, en tant que professionnel, j'ai pas forcément l'opportunité de pouvoir la payer le prix que j'aimerais. Donc, je n'en achète pas, parce que je sais systématiquement que je ferai un mauvais investissement. Maintenant, on va parler conservation. Le vin, c'est quand même quelque chose d'hyper fragile. Ça craint les transports, ça craint les vibrations à long terme, ça craint la chaleur, ça craint le froid. On va prendre l'exemple de cette bouteille. L'Effort de la Tour 1987, donc le second vin de Château-Latour à Pauillac. Cette bouteille-là, autrefois, était vendue à peu près dans les années 90. C'était une bouteille qui était vendue moins de 200 francs, donc une trentaine d'euros. Aujourd'hui, une bouteille comme ça vaut à peu près dans les 300 euros. Celle-ci a été très bien conservée parce que je l'ai presque depuis le départ, elle appartenait à mon père. C'est possible que quand je l'ouvre, elle ne soit pas bonne. Malheureusement, ça arrive, même bien conservée, des fois, des bouteilles peuvent être abîmées. C'est comme ça, c'est le vin, c'est aléatoire. Mais la conservation du vin est quand même quelque chose d'hyper strict. Ça demande des conditions bien particulières, que ça ne descende pas en dessous des 6 degrés, sinon le vin s'abîme. Un vin conservé au froid, on dit souvent que le froid n'a pas d'impact. Si, le froid a un impact. Le froid a un impact à long terme. Ça va créer une acidité, ça m'est arrivé sur des très grands crus, d'avoir des bouteilles avec un moins bon équilibre, une acidité assez présente, ou alors des tanins un peu épais en bouche. C'est l'effet négatif du froid sur la bouteille. Et je sais que c'est ça, parce que tout simplement, c'est parce que j'avais stocké pendant long terme des bouteilles dans le froid. Et ça se ressent, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper sur le vin. Donc il est important que la bouteille soit conservée absolument dans des conditions parfaites, entre 8 et 14 degrés. Alors la chaleur a un impact aussi considérable, et lui, à la différence du froid, qui est constatable. Une bouteille qui est conservée dans le chaud va avoir un niveau souvent bas d'épaule. Alors ça signifie pas que la bouteille est mauvaise, hein. Ça m'est arrivé des fois de boire des bouteilles qui étaient très basses et à ma grande surprise qui étaient exceptionnelles. Et malheureusement dans la majeure partie du temps, le vin sera foutu. Mais vous pouvez avoir de belles surprises. Par contre, signe distinctif que là, vaut mieux pas l'acheter si elle est comme ça, c'est quand le bouchon se relève. Qu'est-ce qui fait lever le bouchon sur une bouteille? C'est tout simplement la pression en fait. La bouteille subit une compression par le bouchon. Il n'y a pas trop de place pour l'air. Et malheureusement, dès qu'il fait un petit peu chaud, la pression augmente et ça fait lever le bouchon. Et là, ça signifie que votre bouteille a été exposée à plus de 30 degrés. Et là, le vin est foutu. Alors, autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est les contrefaçons. Alors malheureusement, j'en ai pas en exemple, mais il existe beaucoup de contrefaçons sur les sites de vente, il faut être très prudent. Quand vous voyez une offre trop intéressante ou des choses qui vous mettent un doute, une étiquette trop en état par exemple par rapport à l'âge, je dois acheter une bouteille de Grand Cru, je passerai systématiquement pour un professionnel. Quitte à la payer un petit peu plus cher, mais être sûr de son achat, qu'il y ait une bonne conservation, que ce soit un produit authentique. En cas de problème, vous aurez quelqu'un vers qui se tourner. Si vous souhaitez acheter une bouteille de Grand Cru, orientez-vous plutôt sur un grand millésime que sur un millésime un peu fané. Le jour où vous voudrez la revendre, ça sera toujours plus facile. Les mauvais millésimes sont souvent très durs à revendre. Alors les mauvais millésimes, je vais vous les donner. 2007, 2011, 2013, c'est des millésimes qui sont pas fameux quand même. 2013 par contre est vraiment catastrophique. J'espère que j'ai pu vous aiguiller en tout cas sur le marché du vin. Aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie de mettre un certain prix dans une bouteille, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le pour une raison précise. Dégustez-la. Vous avez envie de passer un bon moment convivial entre amis, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le vin, c'est quelque chose de convivial, quelque chose qui se partage. Découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, savoir l'apprécier et savoir le partager. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.